Je pense on est tous construits et structurés autour de traces qui sont individuelles, mais qui sont des choses qui se déposent dans notre conscience, parfois dans notre inconscient, et avec lesquelles on est obligé de faire « oui, excuse-nous ». Puis je pense que finalement, ce rapport que chacun a avec les traces, c'est une expérience assez archaïque en fait. Nos ancêtres très très lointains ont d'abord été des chasseurs, et les chasseurs avaient beaucoup moins d'outils. On parle depuis le XXIe siècle là, et nos outils de perception du monde se sont considérablement développés, quitte d'ailleurs à embrouiller en fait véritablement les buts. Mais si on prend le geste originel du chasseur, celui qui essaye de juste traquer une proie, un gibier, et il ne le fait qu'avec le peu d'empreintes que ce gibier a laissé. Et c'est ce qui lui permet de se repérer dans un monde qui est hostile et qui lui permet aussi de se nourrir. Et finalement, un cinéaste fonctionne exactement de la même manière. Il a une idée, il a un projet, éventuellement qui s'enracine dans une émotion, une expérience qui a pu le frapper. Tout ça a créé du désir, le désir de faire un film. Et ce désir de faire un film, quand on travaille dans le cinéma documentaire, c'est de toujours faire avec ce qu'un des intervenants de la section rétrospective consacrée au thème de filmer les traces disait, pas plus tard que tout à l'heure, en introduction du film de Mathieu Amalric, sur Johann Sfar, sur le dessinateur Johann Sfar. Il disait qu'en fait c'était un film qui était très très beau dans sa manière de composer avec une improvisation permanente et de composer avec ce qu'il appelle le livre du hasard, qui est un petit peu la figure à laquelle se confronte n'importe quel cinéaste documentariste, parce que faire un film part d'un désir, et les films les plus réussis sont ceux qui justement mettent en jeu cette relation triangulaire qui est celle du filmeur, celle du filmé, et puis nous, la place du tiers, qui sommes les spectateurs et qui sont les destinataires finaux de ce désir. Alors, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, nous sommes toujours, nous, spectateurs contemporains d'une trace qui est celle de que s'est-il noué dans le temps du tournage entre un personnage et celui qui en capte la présence, parce que finalement le cinéma documentaire, en fait, tel qu'on le défend ici à Vision du réel, est plutôt un cinéma qui travaille le motif de la présence, et justement de cette écoute, parce qu'un plan ça écoute aussi, de cette ouverture à la contingence. Et cette ouverture à la contingence, parfois, nous fait toucher quelque chose qui est de l'ordre de la grâce, parce qu'il y a quelque chose qui surgit et qui était absolument imprévu, et ça dépend aussi de la capacité du filmeur d'accueillir cet imprévu, et de le réintégrer après dans une forme qui sera bien sûr travaillée, qui sera un outil, et qui nous donnera, nous, spectateurs, à contempler une trace, mais qui est plus travaillée, plus construite. Et à nous aussi nous débrouiller aussi avec cette trace, parce qu'évidemment il y a autant de façons de voir un film qu'il y a de spectateurs. Et comment on fait pour faire venir des gens qui n'ont rien à voir avec le monde du cinéma, parler de choses qui concernent... Alors ça c'est compliqué. Si le cinéma avait existé au temps des Grecs, les premiers penseurs, qui étaient finalement des penseurs au sens large, là encore, c'était une question de perception du monde. Les outils étaient rares et finalement les savoirs étaient beaucoup moins cloisonnés. Ils étaient plus rares, bien sûr, et ceux qui les portaient et les construisaient étaient plus rares aussi. Aujourd'hui, et c'est un peu la tentative expérimentale de cette section port-franc. Port-franc, ça désigne quoi? Ça désigne un port dans lequel les marchandises peuvent entrer sans droit de douane, entrer et sortir. Donc c'est quelque chose c'est une forme qui se veut ouverte. C'est une forme qui se veut expérimentale, et c'est une forme où on a estimé pertinent de partir véritablement de ce qu'est le cinéma, à savoir avant tout un médium. Et ce médium devait et doit
pouvoir être un point de départ pour pouvoir croiser ceux qui l'utilisent, qui en ont fait un métier, les cinéastes, et puis les autres personnalités qui ont d'autres pratiques, toujours dans le champ de la pensée, mais qui peuvent être justement frappées ou travaillées par un film en dehors de leur activité professionnelle. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile à faire, parce qu'on s'aperçoit un petit peu que les savoirs sont malgré tout, les connaissances, les savoirs sont malgré tout assez cloisonnés, et qu'il n'est pas évident, ça ne va pas de soi de réunir sur un plateau un cinéaste et, je ne sais pas, au hasard, un archéologue ou un psychanalyste, peut-être davantage un historien, parce que évidemment la discipline historique a pris un peu d'avance par rapport aux autres praticiens et a vraiment de plus en plus, que ce soit les travaux de Marc Ferraud ou celle qu'on a invitée cette année, Sylvine Depergue, utilise désormais de plus en plus le cinéma comme support pertinent pour pouvoir interroger l'histoire selon un questionnement qui leur est propre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des pistes qui ont été travaillées lors de ces séances de réflexion? Je vais plutôt vous parler des pistes qui ont conduit au choix des films, parce que... Voilà, c'est aussi une question, quel est le lien, malgré tout, entre tous ces films très différents? Finalement, la trace est un thème tellement vaste qu'on pourrait passer des années entières presque à ne passer que les films, parce que tous les films sont des traces. Je parlais tout à l'heure de traces qui nous sont confiées à nous, spectateurs, d'une relation entre filmeur et filmé, mais ne serait-ce que sur le support matériel qui est utilisé, la pellicule. Bon, maintenant, effectivement, ce sont des traces plus immatérielles avec le passage au numérique, mais il est quand même frappant que ne serait-ce que dans la programmation cette année à Vision du Réel, il y a au moins 2 ou 3 films qui sont donc des films extrêmement contemporains, mais qui réutilisent de la pellicule et qui ont besoin en fait de la matérialité de la pellicule. Alors l'immatérialité du numérique, c'était un petit peu ce qu'on cherchait aussi à interroger dans cette section rétrospective, parce que on vit au XXIe siècle, c'est l'ère d'Internet. Je lisais encore récemment une enquête dans un magazine allemand de Hambourg, publié à Hambourg, qui se posait très directement la question de mais est-ce que Internet, faut-il ou non qu'Internet oublie tout, puisque c'est devenu un petit peu un truisme, mais néanmoins une réalité, avec la puissance des moteurs de recherche et de l'outil numérique, le réseau des réseaux, chacun, à son insu, laisse une trace, qui peut éventuellement, le cas échéant, se retourner contre lui. Donc on est dans une espèce de domination, l'idéologie dominante est quand même celle de la transparence, et le réseau des réseaux y participe à sa manière. J'en ai pour preuve l'extension et l'explosion phénoménale des réseaux sociaux, où chacun finalement joue un peu à l'acteur aussi d'une certaine façon. Un profil Facebook, finalement, la personne s'y met en scène. De même qu'un personnage de film documentaire, précisément, c'est un personnage. On a toujours le sentiment et l'illusion que c'est le personnage réel, mais un film documentaire est toujours la fiction, au moins la matérialisation du tournage. Non, c'est la fiction de son tournage. À savoir que le cinéaste est dans son rôle de filmeur, le filmé est dans son rôle de filmé, et que c'est toujours quelque chose qui est opaque. On a l'impression on a l'illusion que le film documentaire, c'est ce qui est vrai. Non, le spectateur est invité à rentrer ou pas dans une histoire, dans une narration et dans une croyance. Après, il a envie d'y croire ou pas. Mais il ne peut jamais, en tant que spectateur, être dans la croyance qu'il est face à quelque chose de transparent et qu'en sortant d'un film, on a l'impression qu'on connaît tout de la vie d'une personne. C'est pas vrai. C'est rigoureusement faux. Et c'était une des prérogatives du cinéma dit direct dans les années 60, où l'invention du son synchrone et la légèreté des outils et la synchronie, en fait, pouvoir capter et l'image et le son, nous donnait l'illusion que nous étions un petit peu au cœur de l'événement. Parce que c'était aussi surtout un cinéma politique aussi, c'était pour redonner la parole
à tout un tas de populations qui s'en étaient trouvées privées à l'époque, quelques années plus tôt. En fait, puisque la synchronie était encore de mise, il y avait toujours ce commentaire en surplomb face à les images, qui réduisait souvent ces images presque en poudre, en fait. Il n'y avait plus que la voix. Or, avec le cinéma direct, il s'est passé exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ont pu surgir des paroles qui n'étaient plus mises en situation de surplomb. Mais en même temps, tout ça restait une illusion, puisque de toute façon, devant une caméra, moi je vous donne ce que j'ai à vous donner, mais dans le temps même de cet échange. Mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un de transparent? Je ne pense pas. Et c'est un petit peu ça qu'on essayait d'interroger dans cette rétrospective, en essayant de pointer justement les dangers de cette trop forte croyance en la transparence, en fait que chaque individu finalement est un être de désir, et que le désir est quelque chose qui reste souvent très très mystérieux. Nous sommes agis, nous agissons pour des motifs qui parfois nous paraissent obscurs, mais de même que la naissance d'un film peut aussi se faire pour des motifs très obscurs, et que parfois les cinéastes ont eux-mêmes du mal à formuler très clairement ce qui les a poussés dans telle ou telle direction. Et c'est peut-être après, dans le temps, au moment où l'écran devient noir, dans le temps de l'échange avec les spectateurs, que la trace qui a été laissée génère une discussion et un échange, une mise en commun, parce que finalement, le cinéma, dans son dispositif même, celui de la salle, est une mise en commun, est une proposition, fait un monde commun à partir du moment où il y a quelque chose d'ouvert qui se définit dans un film. Et les films qu'on a choisis dans le cadre de la trace sont finalement assez proches de ça. Ils sont à la fois une trace d'un certain type de cinéma. Je parlais du cinéma direct tout à l'heure. On a passé par exemple une œuvre tardive de Pierre Perrault qui s'appelle La Bête lumineuse, qui est un geste tardif de la grande époque du cinéma direct, en particulier québécois. Et puis c'est aussi un film qui prend ce thème de la trace et qui reprend le thème du chasseur, mais de manière très littérale. Et donc ça réactualise le vieux geste des found footage, et lui il a l'impression en fait d'être comme un peu un sculpteur, c'est-à-dire qu'il construirait une sculpture à partir d'un objet trouvé. Et ces images qui sont en libre accès sur internet, ces images d'archives, puisque ce sont des films amateurs qui ont été tournés entre les années 30 et la naissance de la vidéo à la fin des années 60, début des années 70, sont autant de fictions possibles et potentielles. Et il nous a paru intéressant en fait de montrer ce film dans le rapport qu'il a avec désormais ce qui est un petit peu le médium dominant, Internet, sur lequel on trouve des images qui datent du XXe siècle et qui sont réappropriées, retravaillées avec des codes de la fiction, mais également du documentaire, par un cinéaste contemporain. Et puis, dans la même séance, on avait programmé aussi Santiago de João Moreira Salles, parce que là, c'est un acte de violence, mais que le cinéaste retourne contre lui-même, puisque ce film narre finalement l'histoire d'un tournage avorté entre le cinéaste et celui qui fut le majordome dans la maison que le cinéaste a habité, Santiago, et pour lequel le cinéaste éprouvait une véritable fascination quand il était enfant. Et donc il entreprend en 1992 de faire un film avec lui, un portrait qui est cadré de manière très simple, en plan moyen, c'est un long monologue. Et puis en fait il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à tourner, il n'arrive pas à achever ce film, donc il le laisse tomber et Santiago meurt peu de temps après en fait, ce ratage. Et Salles remet en fait l'ouvrage sur le métier au début des années 2000 et s'aperçoit de la grande violence en fait en revisitant ces images qui sont déjà des images d'archives, puisque elles sont tirées d'un film qui n'aura jamais abouti, se rend compte à quel point il a filmé une violence qui est celle d'un rapport de classe entre lui qui était resté, qui voulait en fait conserver dans sa relation avec son personnage ses yeux d'enfant, mais des yeux d'enfant qui sont en même temps qui ont grandi dans un milieu aristocratique, une très grande, je crois que c'est une des plus riches familles brésiliennes, et qui, malgré la fascination pour ce personnage incroyable qu'est Santiago, qui est bien sûr maître d'hôtel, mais qui est aussi un archiviste un peu délirant, qui
passe son temps, comme les parents de Salles étaient des diplomates, qui passent son temps dans les bibliothèques à rassembler tout un tas de données sur les dynasties, donc, qui intériorise complètement sa position de subalterne, mais qui en plus en fait une archive. Et il a écrit, je crois, près de 300 000 pages dactylographiées sur l'histoire des dynasties, mais qui vont de la Chine jusqu'aux dynasties les plus récentes. Et le film montre tout ça, en fait. C'est l'intériorisation de ce rapport de dominant et de dominé, tout en le réinterrogeant. Et le cinéaste se fait véritablement violence. Quand il relit ces images, quand il les retravaille, apparaît véritablement ce que fut cette rencontre avortée. Et il prend soin en même temps de laisser dans le montage on sent quand même que Santiago essaye de s'échapper de ce face-à-face qui enferme encore les deux protagonistes dans un rapport de classe. Il n'y arrive pas complètement, mais il essaye. Et le cinéaste laisse ces accros-là. Et c'est un acte assez unique et assez courageux. C'est une trace, mais qui peut se retourner entre autres contre celui qui l'a laissé quelques années auparavant. Mais comme je vous le disais en introduction, c'est une section qui est un petit peu expérimentale, qu'on inaugurait cette année, et qui sera sans doute repensée d'une manière assez différente dans les prochaines années, parce que c'est une tentative, et donc, comme dans toute tentative, il y a des ratages, il y a des accros, et je pense que cette volonté finalement d'interroger le cinéma documentaire dans la forme introspective qui peut un petit peu faire penser à une cinémathèque, mais en fait l'idée est quand même de confronter des objets qui sont un peu plus anciens. Le film le plus ancien qu'on ait passé date de 1979, Cochon qui s'en dédie, de Jean-Louis Le Tacon, jusqu'à des gestes très très récents, comme celui qu'on a montré aujourd'hui, le portrait filmé de Johann Sfar réalisé par Mathieu Amalric. Et bon, il se trouve que la plupart des films qui étaient programmés cette année étaient quand même plutôt dans l'espace francophone, mais c'est un choix qui est subjectif, qui est tout à fait assumé et qui sera susceptible d'évoluer à l'avenir. Je ne pense pas que cette section n'ait pas été suffisamment mise en avant. Elle fait partie des multiples propositions que nous réalisons chaque année en programmant Vision du réel. Après, je pense au spectateur de faire son propre parcours, son propre chemin. Il me semble qu'effectivement, si on doit repenser cette section dans une direction, il faudra sans doute abandonner l'idée des projections marathon avec une discussion qui la conclut, et peut-être davantage soit prévoir des discussions et des échanges en milieu de séance, soit faire une véritable rétrospective, sans modération, sans débat, avec un trou au milieu qui serait justement le temps de l'échange, où des gens qui ont vu les premiers films pourraient venir, et ceux qui potentiellement verraient les autres pourraient venir aussi. Donc plutôt un temps de partage qui soit plus concentré, et non pas plus diffracté, comme ça a été le cas cette année. Moi je suis arrivé ici, effectivement, par la porte du son, en créant, enfin c'était la volonté du précédent de l'actuel directeur de Vision du réel, Luciano Barrison. Jean Perret étant lui-même un homme de radio, il avait fait le pari en 2007 de projeter du son en salle de cinéma, de projeter des films sonores, des films sans images. Et c'est une expérience qu'on a menée pendant 2 ans, je crois, qui s'appelait effectivement À l'écoute du réel, parce qu'on partait du principe que le son, d'une part, était un peu le parent pauvre du documentaire et du cinéma en général. Le son est une matière peu pensée, hormis dans son adéquation avec l'image, dans un effet de véracité, mais que on pouvait aussi construire des films sans images, et qu'on se posait finalement, quand on manipule juste un micro, à peu près les mêmes questions que quand on manipule une caméra, à savoir que dans la création sonore, les gens se posent la question des travelling, se posent la question du premier et de l'arrière-plan, se posent la question de la narration, se posent la question du surgissement,
et de la manière de conduire un récit, tout simplement. Et c'est une section qu'on a laissée un petit peu en jachère, qu'on a abandonnée pour tout un tas de raisons, qui étaient notamment le dispositif technique qui n'était pas complètement satisfaisant, et qui reviendra peut-être un jour, je ne sais pas, on verra. Mais oui, puisque on me l'avait confié, c'est comme ça que je suis arrivé à Vision Gurel. Enfin, j'ai un passé de critique de cinéma, mais aussi d'homme de radio, dans le documentaire sonore. Voilà, et, justement, ce sont des choses qui se sont rencontrées à ce moment-là. Justement, vous parlez de vos acquis, de votre passé. Vous venez, entre autres, vous avez beaucoup fait de radio, je crois, de documentaires, de choses comme ça. Oui, pendant quelques années. Oui. Et c'est justement par ce lien-là que vous êtes entré en contact avec Vision du Réel. Je ne sais pas si vous êtes français à l'origine, mais je crois que vous avez fait vos études justement en France, etc. Oui, je suis Donc français. comment on arrive à être partie prenante et intégrante d'un festival roman? Eh bien, d'abord, on y vient, ce qui fut mon cas, comme simple spectateur. Bon, je connais Vision du Réel depuis 2002, c'était ma première édition. Et j'y étais venu comme critique de cinéma pour un quotidien français, l'Humanité. Et puis j'ai continué à fréquenter cette manifestation comme journaliste entre 2002 et 2007, et notamment parce que j'y trouvais ici des propositions filmiques que je ne trouvais pas ailleurs. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré celui qui était le maître d'œuvre de cette programmation. Nous avons échangé, il se trouve que nous avions un passé commun, puisque je faisais aussi déjà de la radio à cette époque, et que ça s'est noué comme ça, tout simplement à la fois parce que j'appréciais son travail, et parce qu'on s'est dit à un moment qu'on avait sans doute des choses ensemble, des choses à faire ensemble. J'aime pas trop la récurrence, mais j'aime bien l'occurrence. Alors, oui, enfin il se trouve que j'ai fait quelques documentaires sonores qui se sont aussi présentés sous la forme de séries, avec un co-réalisateur. Pour justement pouvoir proposer une expérience plus longue. Oui, parce que, non pas que je ne crois pas du tout à la forme courte, hein, là n'est pas la question, mais disons pour déployer, et là c'était plus en fait le journaliste en fait, qui on peut difficilement parler de création sonore, sauf peut-être dans le cas d'un documentaire que nous avons tourné pour la RTBF, qui était dans le cadre d'une bourse, où là nous avions, disons, une liberté d'approche du matériau qui était un peu plus grande que celle que nous avons pu avoir et qu'on a pu nous proposer pour des radios publiques françaises. Mais nous avons essayé de construire en fait depuis quelques années une réflexion par le biais de deux séries sur finalement la place de l'Afrique dans la mondialisation. Alors on l'a fait de deux manières, d'abord en s'interrogeant sur l'émergence d'une justice pénale internationale qui malheureusement s'intéresse beaucoup au continent africain, mais qui plaçait donc ce continent dans une topique presque de guerre et de reconstruction, et comment la justice occidentale se saisissait de ces sociétés déchirées, en interrogeant aussi le fait d'un retour à une forme de néocolonialisme qui irriguait non plus uniquement... Enfin, c'était un retour du droit occidental par le biais de structures qui se voulaient justement internationales et débarrassées de la gang du colonisateur. Et on a poursuivi un petit peu ce travail sur une deuxième série qui était consacrée, elle, à la filière du diamant, dont l'Afrique était également une terre promise. Et filière, qui dit filière, dit construire le trajet de la matière première telle qu'elle sort de la terre, du sol africain, et parcourir en 5 temps l'histoire finalement d'une fabuleuse plus-value qui se monte à chaque échelon et qui là encore reste un secteur largement dominé par une autre série qui sera différente, qui sera plus uniquement radiophonique, mais qui présentera aussi un web documentaire autour, là encore, alors l'interroger peut-être plus précisément justement la place de l'Afrique dans la première mondialisation, celle du XVe siècle,
et jusqu'à maintenant, puisque dans cette série qui devrait s'intituler Congo, Voyage au pays de l'or noir, on est parti en fait d'un des plus anciens royaumes africains, politiquement constitué, le royaume Congo, qui va dans les frontières actuelles du nord de l'Angola jusqu'au Gabon. Donc ces peuples Congo qui ont été les premiers à être en contact avec les colonisateurs portugais, à avoir organisé la traite des esclaves. Ça a été un des premiers royaumes africains dont l'expérience politique a été littéralement laminée par l'arrivée du colonisateur. Et on a voulu, enfin on souhaite, parce que c'est quelque chose qui est encore en cours de gestation et de préparation, interroger cette première place de l'Afrique dans la mondialisation par le pillage de ses ressources humaines et en l'actualisant avec la reconduite de ce pillage par d'autres moyens, puisque cette zone qui est peuplée par les Congos d'hier, donc leurs descendants, ceux qui y vivent aujourd'hui, sont aussi des zones où l'industrie pétrolière a construit de véritables empires. Donc la domination se poursuit par d'autres moyens. Mais c'est moins une critique en règle de la mondialisation occidentalo-centrée, mais ce qu'on souhaite en fait faire davantage émerger dans cette série, c'est quelles ont été les stratégies de résistance aussi développées par ces peuples face à l'entreprise de colonisation bien sûr, et de pillage des ressources. Comment ont-ils construit un rapport symbolique et comment ont-ils entretenu comment ont-ils entretenu leur non-disparition, comment ont-ils résisté à ce rouleau compresseur qu'ont été ces deux mondialisations successives. La première avec la traite des esclaves, et la seconde avec l'exploration de cette route or noire qu'est le pétrole. Il y a toujours ce rapport du continent africain et de l'occidental, en fait, quelque part, quand même très souvent. Sur ces trois séries, oui, mais sinon, j'ai aussi fait des documentaires plus sonores sur l'histoire. Enfin, j'ai travaillé pendant quelques temps pour France Culture dans le cadre d'une émission qui s'appelle La Fabrique de l'Histoire, qui là pour le coup était un geste assez différent, puisqu'il s'agissait d'interroger les usages du passé dans le présent, et donc presque de créer des archives vivantes en retrouvant des témoins sur des sujets très différents. Ça peut être les animateurs des comités Vietnam de base à la fin des années 60 en France, en passant par les survivants d'un massacre tardif commis par l'armée allemande dans le sud de la Touraine, alors le même jour de la libération de Paris. Voilà, enfin, disons que ce qui m'intéresse de travailler, notamment par le médium radiophonique, précisément, ça a un rapport avec la mémoire, et ça a un rapport avec les traces. Donc, vous n'avez pas une passion démesurée pour l'exotisme et défendre justement des peuples émergents ou qui auraient, c'est pas une volonté de votre part que de faire des reportages ou des documentaires sur des pays étrangers, sur des pays en voie de développement, sur des pays qui ont des problématiques qui sont somme toute différentes des nôtres? Différentes et pas nécessairement. Je pense que dans l'expérience, même lointaine, d'un autre homme, on doit pouvoir s'y reconnaître, en tout cas. Elle pourrait être aussi la nôtre. Finalement, l'empathie fonctionne un petit peu là-dessus, parce que je suis né en Occident, mais j'aurais pu aussi être sous une toute autre latitude. Mais là, on revient sur l'interprétation à ce moment-là. Pardon ? On revient un peu sur l'interprétation. On parle d'universalité. La part d'universalité, par exemple, que je peux avoir avec un Africain existe. L'empathie peut exister. Mais de nouveau, ce sera par rapport à mes projections personnelles. Oui, tout à fait. Son expérience est différente. Son expérience est différente de la mienne. Mais
puisque mon expérience aurait pu être celle-ci, cela me place dans une position d'écoute. Ce qu'on fait ici à Vision, mais je travaille aussi dans un autre festival en France, on essaye d'être des passeurs. Et j'ai fait pendant un certain temps, maintenant j'ai juste envie de passer en fait, et de proposer, de faire en sorte que ce qui moi me touche, j'ai la prétention de croire, enfin on est plusieurs à avoir cette prétention-là dans le cercle de travail, on a la prétention de croire que ça pourra en toucher d'autres.